Il existe des lieux sur notre planète où la géographie elle-même semble dicter le cours de l'histoire. Des points minuscules sur la carte, mais des géants en termes d'influence. Imaginez un instant un petit cap, une langue de terre battue par les vagues, si parfaitement positionné qu'il pourrait tenir en respect les flux et reflux de toute une mer. Avant même l'arrivée des empires et des cartes modernes, les courants et les vents avaient déjà fait de ce lieu un point de passage naturel, une ancre dans la fluidité des océans. Un endroit qui, par sa simple existence, a attiré la convoitise des plus grandes puissances mondiales, transformant ces eaux tranquilles en un échiquier stratégique où se sont joués des siècles de rivalités impériales. Chaque vague qui s'y brise semble murmurer les noms des amiraux, des pirates et des diplomates qui ont rêvé de le posséder. Ce lieu existe. Bienvenue à Môle-Saint-Nicolas. Situé à l'extrême pointe d'Haïti, ce port naturel est bien plus qu'une simple ville côtière. C'est un carrefour où l'histoire, la géopolitique et la quête de pouvoir s'entrechoquent depuis des siècles. C'est ici que Christophe Colomb a jeté l'ancre pour la première fois sur l'île d'Hispaniola en 1492, le baptisant du nom du saint du jour. Dès cet instant, son destin était scellé, lié à jamais aux ambitions du vieux monde. Pour comprendre son importance, il faut d'abord regarder une carte. Pas avec les yeux d'un touriste, mais avec ceux d'un amiral du 19e siècle, d'un marchand de l'âge de la voile ou d'un stratège impérial de la guerre froide. Chaque époque a lu cette géographie avec ses propres angoisses et ses propres ambitions. Le Môle-Saint-Nicolas se dresse fièrement à la pointe nord-ouest d'Haïti, tel un gardien de pierre. Sa position n'est pas un hasard, elle est une sentence géographique, une bénédiction et une malédiction. Il se trouve directement face au passage au vent, ce détroit critique de 80 km de large qui sépare Haïti de Cuba. Ce n'est pas juste un bras de mer, c'est l'une des autoroutes maritimes les plus importantes de l'hémisphère occidental, une artère vitale pour le commerce mondial. C'est la porte d'entrée et de sortie principale entre l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes. Toutes les routes maritimes majeures convergent ici, dictées par les courants et la recherche du chemin le plus court. Les navires venant d'Europe et d'Afrique, chargés de biens manufacturés et de passagers, en direction du sud des États-Unis ou de l'Amérique centrale, doivent l'emprunter. C'est le chemin le plus direct depuis l'Atlantique, vers le golfe du Mexique, le cœur économique et énergétique du continent nord-américain, abritant les ports de Houston, la Nouvelle-Orléans et d'innombrables infrastructures pétrolières. Et bien sûr, c'est la voie royale pour accéder à l'ensemble des Caraïbes et, plus au sud, aux joyaux de l'ingénierie et du commerce mondial, le canal de Panama. Sa position, juste en face de la pointe orientale de Cuba, signifie que quiconque contrôle le môle peut potentiellement étrangler ce passage. Une flotte basée ici peut interdire, inspecter ou protéger tout navire qui passe. Il devient un point de passage obligé, un goulot d'étranglement naturel pour tout le trafic naval, qu'il soit commercial, transportant des milliards de dollars de marchandises, des conteneurs aux hydrocarbures, ou militaire. Le môle n'est pas seulement un port, c'est une forteresse naturelle, un avantage stratégique inestimable pour quiconque la détient. Ses falaises abruptes et sa baie profonde en font une base navale presque parfaite, facile à défendre et difficile à attaquer. Cette réalité géographique n'a pas échappé aux puissances émergentes. À partir du 19e siècle, alors que les États-Unis commençaient à affirmer leur influence, les stratèges américains ont jeté leur dévolu sur ce point précis de la carte. L'ère de la marine à voile cédait la place à l'âge de la vapeur, et avec elle, un nouveau besoin impérieux, le charbon. Les navires de guerre ne pouvaient plus compter uniquement sur le vent. Ils avaient besoin de stations de ravitaillement stratégiquement placées. Dans les cercles du pouvoir à Washington, on a rapidement considéré le môle comme un potentiel Gibraltar américain. La comparaison était audacieuse, mais parfaitement logique. Tout comme Gibraltar, possession britannique, verrouille l'accès à la Méditerranée, le môle pourrait contrôler l'accès au cœur des Amériques. C'était l'application directe des théories de l'amiral Alfred Thayer Mahan, qui prenait le contrôle des choke points maritimes comme clé de la suprématie mondiale. Posséder une base navale au môle, c'était s'offrir un point d'appui inégalé pour projeter la puissance militaire dans toute la région, mais aussi pour protéger les routes commerciales vitales pour l'économie américaine
en pleine expansion, qui dépendait de plus en plus des importations et des exportations via le golfe du Mexique, et surtout pour contrer l'influence persistante des rivaux européens. La Grande-Bretagne, la France, l'Espagne et même l'Allemagne impériale avaient des intérêts et des bases dans les Caraïbes. Le môle était la pièce qui permettrait aux États-Unis de dominer cet échiquier complexe. L'histoire de l'intérêt américain pour le môle est une saga diplomatique complexe, un jeu d'échecs qui s'est étalé sur près d'un siècle. Elle comprend des décennies de manœuvres politiques, de pression et de tractations. Il y a eu des offres formelles, des propositions claires et directes, des négociations secrètes menées loin des regards du public dans les antichambres du pouvoir, et d'intenses pressions diplomatiques et économiques utilisant la puissance financière américaine comme un levier. Les États-Unis ont tout tenté, louer le territoire pour 99 ans afin d'y établir une base, ou même l'acheter purement et simplement, comme ils l'avaient fait pour la Louisiane ou l'Alaska. Toute cette stratégie était enrobée dans la rhétorique de l'époque, celle de la doctrine Monroe, qui déclarait les Amériques comme la sphère d'influence exclusive des États-Unis. Dans ce cadre, empêcher une autre puissance de s'installer au môle était aussi important que de s'y installer soi-même. Le môle était vu comme une pièce maîtresse pour faire respecter cette doctrine face à la rivalité régionale. La presse américaine de l'époque était remplie d'éditoriaux, soulignant l'impératif stratégique de sécuriser ce port. L'intérêt américain a culminé à plusieurs reprises, notamment à la fin du 19e siècle, avec des tentatives répétées et de plus en plus insistantes pour s'assurer une emprise durable. L'administration de Benjamin Harrison, par exemple, a envoyé une flotte navale dans la baie de Port-au-Prince en 1891 pour faire pression sur le gouvernement haïtien. L'objectif était clair, assurer une influence politique décisive sur le gouvernement haïtien en soutenant les factions favorables aux intérêts américains, garantir une influence économique en liant le destin d'Haïti aux marchés américains, notamment par le contrôle des douanes, principale source de revenus de l'État haïtien, et, ultimement, établir une influence militaire permanente sur le site, avec la construction d'une station de ravitaillement en charbon et d'une base navale. C'était le but ultime, le grand prix de ce jeu géopolitique. Pourtant, face à cette pression immense et persistante de la part de son puissant voisin, Haïti a résisté. Cette résistance n'était pas passive, elle était active, politique et profondément ancrée dans l'identité nationale. Conscient de la valeur stratégique de son territoire et farouchement attaché à son indépendance chèrement acquise en 1804, le gouvernement haïtien a constamment affirmé sa souveraineté. Pour la première république noire du monde, née d'une révolte d'esclaves, la cession de la moindre parcelle de territoire était impensable. Céder le môle, même sous la forme d'un bail, était perçu comme une brèche inacceptable dans la souveraineté nationale, le premier pas vers une recolonisation de fait. C'était une démonstration de résilience remarquable face aux desseins étrangers. Une affirmation que la dignité nationale n'était pas à vendre, ni à louer. Aujourd'hui, alors que les empires d'hier ont disparu et que les stratégies navales ont évolué, passant du charbon au nucléaire et des cuirassés aux porte-avions, Môle Saint-Nicolas reste un rappel clair et puissant d'une vérité intemporelle. La géographie façonne le pouvoir. Les détroits, les caps et les ports ne sont pas de simples accidents de la nature. Ils sont les pivots sur lesquels tourne la grande roue de la politique mondiale. Ils sont les points de friction permanents de l'histoire, où les plaques tectoniques de la géopolitique se rencontrent et se heurtent. L'histoire du môle nous enseigne que de petits lieux, par leur seule position, peuvent avoir des conséquences mondiales et que la volonté d'un peuple de préserver son intégrité peut, parfois, tenir en échec les ambitions des plus grands. C'est une leçon sur la permanence de la géographie et la résilience de la souveraineté.